Filière porcine en Côte d'Ivoire, l'État met en place un plan de relance à travers la deuxième édition des Journées de la viande porcine. L'armée ukrainienne reprend le bastion séparatiste de Slaviansk dans l'est du pays. Un début de victoire selon le président Porochenko. Enfin, un four moderne pour les fumeuses de poissons d'Abobo-Doumé dans la commune d'Atekoubé. C'est un don de la FAO. Les détails dans le dossier du dimanche. Madame, Monsieur, bonsoir et soyez les bienvenus dans votre édition. Pour commencer, le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné cet après-midi Abidjan après une visite privée en France depuis le 27 juin dernier. Le chef de l'État ivoirien a été ému de compassion pour les populations sinistrées en raison des grosses pluies survenues à Abidjan. Le président de la République, Alassane Ouattara, a également réagi concernant le refus du FPI de siéger dans la nouvelle CEI. Selon le chef de l'État, c'est la meilleure commission que la Côte d'Ivoire s'est donnée. Pour terminer, le président de la République, Alassane Ouattara, a confirmé la prochaine visite officielle en Côte d'Ivoire de son homologue français, François Hollande. La Côte d'Ivoire, je vous le disais, veut relancer sa filière porcine, le secteur ayant connu des difficultés, notamment la peste porcine. Le ministère des Ressources animales et halieutiques, pour attirer de nouveaux promoteurs et investisseurs, a initié du 2 au 4 juillet dernier la deuxième édition des Journées ivoiriennes de la viande porcine et ses dérivés. Thème retenu, la viande porcine ivoirienne, la qualité garantie de la ferme à l'assiette. On fait le point avec Serge Coléa et Patrice Kouakou. Durant 3 jours, fait d'échanges et de rencontres, les participants à la deuxième édition des Journées ivoiriennes de la viande porcine, J-Porci, ont appréhendé les problématiques relatives à la production, à la transformation, à la commercialisation et à la consommation de la viande de porc. Loïc Gouré, éleveur porcin et industriel français, spécialiste des J-Porci, a partagé son expérience sur l'appui des banques au développement de son exploitation. À travers les différentes communications, l'on retient que l'élevage porcin constitue l'une des spéculations animales en Côte d'Ivoire dont le développement peut contribuer de façon significative à l'autosuffisance alimentaire. J'invite les banques à nous appuyer pour qu'on puisse produire davantage. L'année dernière, on était en France, ils sont à 30 kg de viande de porc consommée par individu par an, alors que nous sommes à 250 grammes de porc et on voudrait que les gens nous accompagnent. La poursuite des efforts d'investissement nécessite l'implication de tous les acteurs de la filière porcine. C'est un travail remarquable qui, j'en suis persuadé, contribuera à la relance de la production porcine en attirant de nouvelles vocations et de nombreux promoteurs qui viendront étoffer les rangs de la filière porcine pour la satisfaction des consommateurs. L'interprofession porcine ambitionne de faire passer la production de porc de 9 000 tonnes aujourd'hui à 61 000 tonnes en 2020. Dans l'actualité encore, le mouvement L'Initiative libérale de Côte d'Ivoire présente officiellement son siège. Il est situé dans la commune de Dadjamé, plus précisément aux 220 logements. L'occasion également pour ses membres d'échanger sur les droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Patricia Omouetia. Le libéralisme repose sur l'idée que chaque être humain possède des droits fondamentaux naturels et que personne n'a le droit de violer. Une thématique que partage l'Initiative libérale de Côte d'Ivoire à l'occasion de la présentation officielle de son siège. L'ILCI est une plateforme d'intellectuels engagés en association pour la réélection du président Alassane Ouattara. La structure veut établir le pont entre la pensée libérale et les réalités politiques. Nous sommes une association qui prône la formation au libéralisme, mais surtout la formation axée sur le projet de société du président de la République, le Vivre Ensemble. Nous formons les leaders d'opinion, nous formons les leaders des partis politiques afin de communiquer, de sensibiliser et de les convaincre à la justesse du programme du président. Cette rencontre, appelée aussi Café du libéralisme, est composée d'intellectuels et de cadres. Ils font la promotion de la politique du libéralisme à visage humain. L'appel que je lance en ce moment, d'abord la cohésion sans laquelle on ne peut pas aboutir à quelque chose. Je souhaite également que le libéralisme soit connu en Côte d'Ivoire.
Créée le 30 octobre 2013, l'initiative libérale de Côte d'Ivoire a formé plus de 1700 leaders d'opinion. Encore des violences intercommunautaires au Soudan. Au moins 18 personnes sont mortes dans les combats entre tribus au Darfour. Au Kenya, de nouvelles violences revendiquées par les Chebabs somaliens. Plusieurs attaques contre des villes côtières ont fait au moins 21 morts la nuit dernière. Selon les islamistes somaliens, il s'agit de représailles à l'invasion du territoire musulman somalien. Le Kenya a été le théâtre d'attaques sanglantes dans la nuit de samedi à dimanche. Les habitants d'Indi n'en reviennent toujours pas. Leur village a été la cible d'un raid, provoquant la mort de 13 personnes. La nuit dernière, vers 23 h, j'ai entendu des coups de feu. 2 minutes plus tard, ils continuaient toujours et cela ne me semblait pas normal. Alors j'ai appelé au poste de police de Gamba, mais personne ne répondait au téléphone. Et pour cause, au même moment, le poste de police que tentait de joindre ce villageois était aussi pris d'assaut par un groupe armé qui en a profité pour libérer l'un de ses acolytes, emprisonné depuis l'attentat du mois de juin qui avait fait 48 morts revendiqués par le groupe islamiste Chebab. 9 personnes ont été tuées lors de cette attaque, dont 8 détenus et un agent de police. Au total, selon la Croix-Rouge, 22 personnes ont péri dans des raids ciblés sur la région côtière de la Mue, très prisée par les touristes. Des attentats revendiqués par les islamistes du Chebab affiliés à Al-Qaïda, une hypothèse que réfute la police. Au début, nous pensions que c'était les Chebab, mais les premiers éléments de l'enquête montrent que l'attaque a été commise par des membres du Conseil républicain de Mombasa. Les Chebab, eux, de leur côté, continuent de revendiquer ces attaques en représailles à la présence militaire kenyane en Somalie. En Libye, le gouvernement intérimaire appelle à l'arrêt immédiat des combats à Benghazi, dans l'est du pays. Des violences opposent une force paramilitaire loyale à un général dissident et des groupes islamistes. En Égypte voisine, le gouvernement tente de redresser les comptes de l'État. Le président Abdel Fattah al-Sisi défend l'augmentation drastique du prix de l'essence. Le chef de l'État égyptien décrète également une hausse des taxes sur le tabac et l'alcool. La ville de Slaviansk, bastion séparatiste dans l'est de l'Ukraine, passe sous le contrôle des autorités ukrainiennes. Le drapeau national ukrainien y flotte à nouveau. Une victoire importante qui pourrait constituer un tournant dans l'opération antiterroriste, selon le président Poroshenko. Une grande partie des combattants pro-russes et leurs chefs ont fui Slaviansk face à l'avancée des forces de Kiev. La chute de Slaviansk et de plusieurs autres bastions marque un tournant essentiel dans la guerre qui oppose le gouvernement de Kiev aux séparatistes pro-russes qui détiennent encore une partie de l'est de l'Ukraine. Le drapeau ukrainien flotte à nouveau sur les édifices gouvernementaux. Les unités de reconnaissance des forces armées et de la garde nationale ont opéré à Slaviansk. Le président a donné l'ordre de rétablir le fonctionnement des institutions de l'État à Slaviansk et de hisser le drapeau sur toutes les administrations des villes. Les combattants rebelles, après leur fuite, se sont dispersés dans différentes directions vers d'autres positions. Les pro-russes définissent leur retrait comme un succès, puisque peu d'entre eux ont été faits prisonniers. Les combats ont été très durs à Slaviansk, d'autres opérations sont prévues pour reprendre le contrôle des zones séparatistes. Le ministère de l'Intérieur est en train d'évaluer le nombre de rebelles qui sont restés sur place et qui ont aidé les terroristes et les séparatistes. Il y aura des enquêtes. Nos invités des pays voisins doivent aussi comprendre qu'ils doivent rentrer chez eux le plus tôt possible. Reconnaissant la supériorité des forces de Kiev, les combattants rebelles ont été contraints d'abandonner leur position et ont reproché à la Russie de ne pas les avoir soutenus militairement. Les militaires russes se sont contentés d'évacuer les populations proches de la frontière. Pas question de nous rendre. Si nous devons mourir, d'autres viendront. Le fascisme ne passera pas ici. Alors que la diplomatie piétine, le ministère russe des Affaires étrangères a appelé à une convocation rapide du groupe de contact sur l'Ukraine pour ordonner rapidement un cessez-le-feu.
Regain de tension entre Israéliens et Palestiniens. La police israélienne a arrêté des extrémistes juifs dans le cadre de l'enquête sur la mort d'un jeune Palestinien de Jérusalem-Est. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou, quant à lui, appelle au calme face au risque d'une escalade de la violence à Gaza. Fini le fumage traditionnel de poisson pour les femmes d'Abobo-Doumé. Fini également les inconvénients de cette activité, notamment les infections des voies respiratoires. Un four moderne a été offert aux femmes fumeuses de poisson d'Abobo-Doumé dans la commune d'Atekoubé. C'est un don de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO. L'organisation onusienne, vous le savez, s'engage à améliorer l'état nutritionnel et les conditions de vie des populations. Le dossier du dimanche, Grace Kando. Nous sommes au marché aux poissons d'Abobo-Doumé dans la commune d'Atekoubé. Les femmes qui y exercent sont regroupées en plusieurs secteurs, notamment les marailleuses, les fumeuses et les femmes affectées à la découpe. Ici, à Abobo-Doumé, le fumage de poisson occupe une place de choix, même si cette activité n'est pas la plus aisée. La fumée là nous gêne beaucoup. Ça va dans nos cœurs aussi. On a la toux. La fumée là, ça nous rend malade, sincèrement. Ça prend les yeux même. Moi-même, je fumais, mais maintenant là, je ne fume pas trop comme avant. Principal support utilisé, le bois de chauffe, une méthode qui n'est pas sans risque. Quand on fume le poisson, ça dégage une fumée. Donc la fumée en elle-même fait courir des risques parce qu'il produit des hydrocarbures polycycliques aromatiques qui donc sont à l'origine du cancer. Et l'environnement n'est pas épargné par ce procédé de fumage de poisson. Il y a un impact parce que ça encourage la déforestation. Donc au niveau environnemental, c'est un processus qui est à bannir. C'est pour cela que des recherches scientifiques propose aujourd'hui des fours améliorés, des fours qui consomment peu d'intrants, c'est-à-dire en matière de bois, de charbon, et aussi qui sont propres, qui émettent moins de CO2, c'est-à-dire qui polluent moins l'actrice, c'est-à-dire la femme, qui s'adonne à ce genre d'activité. Pour atténuer les souffrances de ces femmes, un four moderne a été installé par la FAO depuis 2013. Dame Oulou Déborah de la coopérative des marailleuses et transformation des produits halieutiques explique le fonctionnement. Le poisson qui est fumé dans ces fours modernes est fumé en 3 étapes. La première étape, on le met sur la claie. En bas de cette claie-là, il y a une plaquette à graisse. Et cette graisse est recueillie par derrière dans les seaux. On peut prendre cette graisse-là pour faire du savon, pour faire de l'huile. Maintenant, après la première étape, qui consiste à enlever la graisse dans le poisson. On passe maintenant à la deuxième étape ici. Ici, à bas de cette clé, à bas de plaquettes en graisse. Donc le même fourneau donne ici à droite pour le séchage du poisson. Pour la troisième étape, c'est ici, nous le fumons. Voici le générateur qui est là. Nous mettons le feu, on mouille les éponges, on met dans le générateur. La fumée est filtrée par là. Et la fumée est filtrée par ces éponges-là. Donc la fumée qui passe par le générateur et qui vient pour fumer le poisson est déjà filtrée. Donc le poisson est sain. Avant la construction de ce four-là, quand tu manges le poisson, tu as l'impression qu'il y a une odeur. Mais on ne connaissait pas. Donc depuis la création de ce four-là, je suis venue une fois essayer moi-même. Et quand je suis arrivée à la maison, quand j'ai préparé, ce n'est pas le même goût. Ce four permet aussi de fumer une bonne quantité de poisson et dans des conditions adéquates. Le bois utilisé pour ce four n'est pas accessible à toutes du fait de son coût élevé. C'est ce qui cause même le problème des femmes de la coopérative au niveau d'Abobo-Doumé. Parce que ces femmes disent que le bois de VA, elles le trouvent moins cher par rapport au bois rouge. Le bois rouge, on fait 3 petits morceaux à 500 francs. Un morceau à 250. Un four moderne auquel devrait s'adapter l'ensemble des fumeuses de poissons d'Abobo-Doumé. Une façon d'éviter d'éventuelles maladies liées à la fumée. C'est ainsi que se termine ce journal. Très bonne soirée à tous sur RTI2, bien entendu.